ونحن بهذا الطريق بإذن الله سنحصل على كامل حقوقنا، وما هذه المعركة إلا خطوة حقيقية على طريق النصر والتحرير بإذن الله تبارك وتعالى. This is the 11th ceasefire that Hamas has either rejected or violated. We are very concerned about today's developments, condemn the renewed rocket fire, and as we have said, Israel has a right to defend itself against such attacks. If one side violates the ceasefire, the other side no longer is obligated to honor the same ceasefire. Vendredi 22 août, bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. 46e jour de guerre en Israël. On fait le point sur les principaux titres de la matinée. Hier, plus de 100 roquettes se sont abattues sur le territoire israélien. Calme plutôt relatif a demeuré cette nuit avant d'être brisé ce matin par de nouveaux tirs en direction des villages avoisinant la bande de Gaza. Aliyeh répond à l'élimination de 2 des commandants du Hamas. Hier, l'organisation ne pliera pas dans ses revendications et exigences et au contraire se renforcera, a déclaré l'ancien Premier ministre du Hamas. L'ennemi néo-nazi paiera pour ces éliminations, selon les termes d'Ismaël Haniyeh. L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne qui travaillent à la présentation d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la guerre entre le Hamas et Israël, un document qui n'a pas encore été montré aux Israéliens. Des responsables israéliens ont justement plaidé pour une reprise des négociations au Caire. Et on va décrypter la situation ce matin avec nos analystes sur le plateau. Jacques Neria, bonjour, ancien officier des renseignements israéliens. Daniel Haï, consultant à i24 News, merci d'être avec nous ce matin. On va tout de suite faire le point sur les dernières déclarations d'Ismaël Haniyeh concernant notamment l'élimination hier d'un des 3 commandants du sud de la bande de Gaza. Écoutez, on en parle après. Commandant militaire de la région sud de Gaza, architecte des tunnels offensifs et pilier des brigades Al-Qassam, Raed Al-Attar était recherché par les services israéliens depuis près de 15 ans. Il était par ailleurs traqué pour son implication dans l'enlèvement du soldat Gilad Shalit en 2006. C'est au cours d'un raid de l'aviation israélienne sur la ville de Rafah que l'individu a été éliminé. Un coup dur pour le Hamas, pour qui le combat se poursuit néanmoins. Les assassinats des leaders des Edim Al-Qassam à Rafah est un crime important qui ne réussira pas à casser l'espoir du peuple palestinien et affaiblir notre résistance. Des milliers de partisans du Hamas ont défilé en guise de funérailles. Au cours de l'attaque, 2 autres dirigeants militaires ont péri selon l'organisation islamiste. Le sort de Mohamed Def, chef suprême des brigades Al-Qassam, est pour l'heure toujours incertain. Alors avant-hier encore, Benyamin Netanyahou mettait en garde, aucune tête du Hamas n'est en sécurité. Menace mise en application, Jacques Neria. 1/3 de la branche armée du Hamas exécutée, c'est ce qu'on entend dans les médias israéliens. C'est le coup le plus dur porté au Hamas depuis l'élimination de Jabari il y a 2 ans. Écoutez, c'est un coup dur. Je propose simplement de se rappeler de la célèbre phrase de Charles de Gaulle qui avait dit que les cimetières sont pleins de gens qui pensaient qu'ils étaient irremplaçables. Donc il y a toujours des gens qui pour remplacer ces commandants-là. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui est dangereux aussi pour Israël? On connaît ceux qu'on a tués, on n'est pas ceux qui vont les remplacer. Il faut prendre en considération que Hamas, ce n'est pas une bande de guérilla, c'est une armée. Donc il y a une structure. Donc si jamais un chef n'est plus là, il y a un successeur. Il y aura une chaîne de succession qui sera là. C'est un coup certainement moral. C'est un coup moral et surtout c'est un coup qui sert, je dirais, pour Israël à renforcer sa dissuasion envers le Hamas. Alors justement, Daniel Haïk, est-ce que le rapport de force a changé hier ? Je ne sais pas si le rapport de force a changé. Je sais il est clair que ce genre d'élimination déstabilise le Hamas. Ça le déstabilise peut-être
pour 2 ou 3 jours. Parce que, par exemple, même si effectivement tout est structuré, il y a une hiérarchie très claire au sein du Hamas, cette hiérarchie ne peut pas a quelques difficultés d'abord à être en contact. Parce que, indirectement, les services de renseignement israéliens, on a vu donc leur efficacité lorsqu'ils voulaient frapper les responsables du Hamas. Les services de renseignement guettent la moindre conversation téléphonique entre les chefs du Hamas. Et donc les chefs du Hamas auront des difficultés à être en contact l'un avec l'autre pour essayer justement de se remplacer mutuellement, de remplacer ceux qui sont. Vous avez raison, Daniel, de mettre tués. le doigt sur ce point. En fait, comment ça se passe? Les services de renseignement, il y a des appels non cryptés. Les services de renseignement attendent l'appel crypté qui va mettre le doigt sur cette discussion. On dit téléphoner, parler un tout petit peu pour qu'on vous entende, qu'on sache où est-ce que vous êtes, on a besoin de vous localiser. Non, c'est un puzzle très compliqué. C'est un puzzle très compliqué qui comporte des sources humaines, qui comportent des sources électroniques, des sources optiques, et tout cela, c'est ensemble crée, et surtout des analystes qui comprennent, le sens de l'information, parce qu'on peut avoir, comme les Américains, ce qui s'est passé avec James Foley, ils avaient préparé une force, avaient des renseignements, ils ont été pour libérer James Foley, ils sont arrivés à l'endroit qui était erroné. Ce qui a fait tomber Mohamed Def, c'est pas un peu ce qui a fait tomber Oussama Ben Laden aussi avec son chauffeur, une discussion entre Mohamed Def et Khaled Meshaal. Pas nécessairement. C'est quelqu'un, peut-être, à la rigueur, qui aurait vu que Madame Def se dirigeait vers une certaine maison, mais qu'est-ce qu'elle fait? Une femme arabe ne va pas comme ça visiter des gens qu'elle ne connaît pas. Donc elle va dans une maison qui, sans doute, il y a quelque chose d'intéressant. Donc à partir de ce moment-là, on commence à rouler. Et à partir du moment où les renseignements deviennent très clairs pour savoir qui est là-bas, à quelle heure et qu'est-ce qui se passe, la projection de la force est presque immédiate en Israël. On va se rendre à présent à la frontière avec la bande de Gaza. On y rejoint notre envoyée sur place, Elsa Mourgue. Elsa, bonjour. Quelle est l'atmosphère ce matin à la frontière avec la bande de Gaza? Eh bien, écoutez, comme la précédente matinée, on peut parler de calme relatif. Comme la nuit dernière, cette nuit-là, depuis hier minuit, a été relativement calme. Alors, nous savons que 2 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le sud du territoire israélien. La première vers 1h du matin, peu après 1h du matin, la deuxième aux alentours de 6h. Les 2 roquettes sont tombées dans des zones non habitées, ne créant ni dégâts ni blessés. Du côté de l'armée israélienne, eh bien, ce sont pas moins de 10 missiles qui ont été tirés vers la bande de Gaza, a priori plus dans le nord de la bande de Gaza, d'après le porte-parole de l'armée israélienne. Mais comme vous le savez, ici, la situation peut évoluer à tout moment. Nous sommes exactement dans la même configuration que hier matin, une situation qui était très calme aussi, mais comme vous le savez, la journée d'hier a été assez relativement intense des 2 côtés de la frontière. Tirs de roquettes et missiles israéliens se sont abattus. Rien que dans la journée d'hier, au moins 30 Palestiniens ont été tués. Donc, comme vous le savez, 3 d'entre eux étaient des hauts responsables du Hamas. Et on peut s'attendre à tout moment à ce que le Hamas et les brigades Al-Qassam décident de le venger. Donc, on peut s'attendre à ce que les violences démarrent et continuent tout au long de la journée. Merci Elsa Mourgue, en direct donc de la frontière avec la bande de Gaza. Une question, Jacques, finalement, puisque on le voit, les tirs de roquettes continuent. Quelle est véritablement les conséquences? Quelles sont les conséquences? Quel est l'impact de ces éliminations ciblées? On l'a discuté plusieurs fois sur ce plateau-là. Hamas n'a pas d'autre choix que de se battre. Parce que dans les conditions actuelles des négociations, il est acculé à devenir, je dirais, un subalterne face à l'autorité palestinienne. C'est l'autorité palestinienne qui contrôlera le passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est l'autorité palestinienne qui prendra le port, l'aéroport. C'est l'autorité palestinienne qui va payer les salaires. Donc le Hamas disparaît. De ce point de vue-là, il est en train de se battre sur sa survie, non seulement survie militaire, mais survie politique, face surtout à l'autorité palestinienne. Daniel. Vous m'avez demandé tout à l'heure si ça modifiait le rapport des forces. Le rapport de force de dissuasion est modifié, là, aujourd'hui. Quelque part, on a beaucoup accusé Israël de ne faire que réagir aux initiatives du Hamas. Là, pour la première fois, depuis 2 jours, avec Mohamed Def et avec les 3 responsables qui ont été éliminés hier matin, eh bien, Israël reprend l'initiative.
Et là, de ce point de vue-là, il peut y avoir une différence, et c'est là que la force de dissuasion d'Israël peut avoir une forme d'efficacité contre le Hamas. Cela, si ça se reproduit, cela va affecter durement le Hamas. Alors, concours de circonstances, parce que l'armée a eu des renseignements et le gouvernement a eu les renseignements nécessaires pour l'élimination de ces têtes, ou finalement ça montre une différence de politique. La politique, la stratégie adoptée par Israël, c'est de viser, de cibler tout ce qui est ce qu'on appelle des bombes marchandes. Des bombes marchandes, donc c'est ambulante, utilisons ce terme-là. Ces terroristes-là sont tout simplement des candidats à la mort du point de vue d'Israël parce qu'ils ont sur leurs mains et sur leur conscience et dans leurs actes, ils ont des centaines d'Israéliens tués. Donc c'est la punition qu'il faut affliger. Je reviens... C'est ce que disait Mohamed Def, hein. Nous aimons la mort comme vous aimez la vie. Tout à fait. Alors, pour eux, ils ont besoin dans leur narratif de martyrs, de symboles. Alors on les offre, ils sont là. De l'autre côté, vous m'avez posé la question, quelle est la conséquence de ça? Alors je vous dis, regardez autour de vous, Bin Laden a été éliminé, Al-Qaïda n'est pas mort. Au contraire, Abbas Moussaoui de Nasrallah a été éliminé, Hassan Nasrallah l'a remplacé, encore pire. Donc on peut s'attendre toujours à quelque chose de pire, mais le point n'est pas là. Mais d'un autre côté, on connaît sa mère, on ne connaît pas sa marâtre, on ne sait pas qui sera à la tête du Hamas ensuite et qui va les remplacer. Tout à fait, mais ce qui veut dire, c'est qu'on se concentre en premier d'abord pour dire à ces gens-là qu'il n'y aura pas, je dirais, ils ne seront pas épargnés en aucun cas. Il faudra tout simplement qu'ils paient, je dirais, leur crime d'avoir tué des Israéliens. Un mot peut-être également sur ce lien, peut-être, entre la mort ou en tout cas l'élimination voulue par Israël de Mohamed Def, puisqu'on ne sait toujours pas la disparition, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Vous avez des informations supplémentaires à son sujet? Non, mais je dirais que c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Ça fait déjà plus de 3 jours. On aurait dû entendre une voix, une réassurance que je suis là, ne vous en faites pas, tout ça. Il est probable qu'après 8 bombes tombées dans cet immeuble-là, qu'on ne retrouve rien de M. Def. Bon, en tout cas, on va rester prudent. On parle de disparition. Est-ce qu'il y a un lien entre la disparition d'une part de Mohamed Def et puis l'élimination de ces 3 dirigeants? Ils se sont regroupés juste après les bombes lancées sur la maison de Def. Il y a quand même un lien. Non, il n'y a pas de lien. Ces trois dirigeants du Hamas qui étaient sur place étaient en train de discuter comment réagir à une éventuelle réaction, à une éventuelle incursion israélienne dans le territoire. Et pas comment réagir à Def, non, pas du tout. Ils étaient là-bas en train une consultation sur place qui se passe tout le temps. Et malheureusement pour eux, l'information est arrivé à Israël, et de ce point de vue-là, donc c'est conséquent avec la politique israélienne de toucher et de cibler tout ce qui est, je dirais, qui a une responsabilité dans la mort d'Israéliens. Jacques a parlé avec raison de puzzle. Effectivement, dans ce puzzle, il y a énormément de pièces, mais une bonne partie des pièces sont les pièces des services de renseignement israéliens. On a beaucoup craint au moment de l'évacuation du Gush Katif en août 2005, qu'Israël, et même précédemment, lorsque les Israéliens sont partis de la ville de Gaza et du nord de Gaza, que finalement les services de renseignement israéliens ne disposeraient plus d'informateurs nécessaires pour pouvoir continuer à savoir ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza. Et on voit que finalement, eh bien, malgré tout, malgré le retrait israélien, le double retrait israélien, eh bien, Israël continue à bénéficier de services de contribution d'informateurs qui fournissent certaines informations qui sont impressionnantes. Bien entendu, il y a d'autres paramètres, il y a des paramètres technologiques, mais alors effectivement, on va parler de ces renseignements. Je vous propose d'écouter ça peut Amos, inquiéter le Hamas, les responsables du Hamas aussi. Je vous propose d'écouter Amos Yadlin, ancien chef des services de sécurité israéliens. And there are many dimensions to any problem. So there is no silver bullet here. La situation aujourd'hui est très complexe et prend en compte de nombreuses dimensions. Il n'existe pas de solution miracle. Ce n'est pas comme une partie d'échecs où vous prenez le roi, échec et mat et la partie est terminée. Il est très important de cibler les responsables de la branche militaire du Hamas parce que cette branche armée du Hamas empêche à l'heure actuelle l'établissement d'un cessez-le-feu, empêche la signature d'un accord et à long terme aura un effet négatif sur tout accord de paix.
Le fait que durant les 35 premiers jours du conflit, ils étaient sous terre dans les bunkers envoyés de simples terroristes se battent et eux se protéger ne rend justice à personne et d'une certaine façon, en enlevant du champ de bataille les terroristes aguerris, vous disposez d'un sérieux avantage, mais pas d'une victoire stratégique si vous ne prenez pas les bonnes mesures sur les autres aspects. Jacques, quelles sont les prochaines cibles d'Israël ? Les prochaines cibles, je dirais que les membres du Hamas politiques, ils ont été déjà ciblés, ils ont déjà été tout simplement ouvertement déclarés par Israël qui sont des prochaines cibles. Il y aura aussi d'autres cibles militaires naturellement. Et dans cette politique-là, il semblerait que Israël ait adopté maintenant une attitude beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus agressive. Pour pouvoir, je dirais, peser, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est sur les négociations, essayer d'éliminer, je dirais, les récalcitrants, ceux qui ne voudraient pas arriver à une solution politique, ceux qui entravent une solution politique, de permettre à l'autorité palestinienne finalement d'imposer ses conditions sur le Hamas. Et pousser le Hamas à aller au Caire avec moins d'exigences. Tout à fait. La question que moi je me pose depuis 2 jours, c'est finalement pourquoi on est arrivé à cibler les responsables du Hamas uniquement après l'incursion terrestre. Pourquoi dans l'échelon, dans le crescendo auquel on avait assisté au début de l'opération Bordure Protectrice, eh bien, on n'a pas utilisé cette possibilité, cette éventualité de frapper les chefs du Hamas avant l'incursion terrestre. Et ça, c'est même une question que je pose à Jacques. Dans les précédentes confrontations militaires, effectivement, Israël avait commencé par cibler des responsables. Voilà. Mais cette fois-ci, la confrontation militaire avec le Hamas, c'était un roulement successif. De ce point de vue-là, les chefs du Hamas et les dirigeants du Hamas ont très vite compris qu'il fallait s'abriter et rentrer dans les souterrains et entrer dans les tunnels. De ce point de vue-là, il fallait que l'occasion se présente de nouveau. Croyez-moi, on a attendu. Israël était aux affûts. Ça n'a jamais arrêté de savoir où étaient ces dirigeants-là, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et à la première occasion, je vous le dis très franchement, très simplement, même s'il y avait eu un cessez-le-feu et l'information sur DEF était arrivée, DEF aurait été ciblé. Comment se rapporter à cette annonce hier d'appeler 10 000 nouveaux réservistes? En tout, ça fait 12 000 nouveaux réservistes qui ont été appelés depuis 3 jours. Alors, effectivement, c'est un problème, c'est un grand problème pour le gouvernement. Donc, essayer de justifier à la population israélienne, à l'audience israélienne, qu'il faut de nouveau repartir à zéro à partir de... Alors, il y a les grandes questions qui se posent. Alors, si jamais on est en train de refaire, je dirais, de revenir à zéro, de repartir à zéro. Donc, à quoi ça a servi tout ce qu'on a fait pour l'instant? Ces 64 soldats qui ont été tués, est-ce que on n'aurait pas pu éviter cela au lieu de se concentrer dès le début? Il y a beaucoup de questions et surtout la principale question, c'est la question posée par les villages frontaliers. Vous nous avez promis un calme, il n'y a pas de calme, nous sommes maintenant dans une situation impossible, nous ne revenons pas et nous allons tout simplement planter nos tentes face à la maison du Premier ministre. C'est la prévision pour cet après-midi et puis ce week-end, de dormir devant la maison du Premier ministre. Cette mobilisation a un effet dissuasif d'abord, et puis aussi c'est un effet technique, c'est-à-dire il faut comprendre qu'il y a des réservistes qui sont mobilisés depuis près d'un mois, plus d'un mois même pour certains, et il faut tout simplement remplacer les forces par d'autres forces. Daniel, vous parliez il y a quelques jours, vous disiez que l'opération Bordure Protectrice entrait dans une deuxième phase, un deuxième round, et pour Benjamin Netanyahou aussi, pour la population israélienne également. Est-ce que le consensus national s'étiole, s'effrite encore au fur et à mesure de ce deuxième round? Je regardais les sondages, il y a un sondage qui est paru ce matin qui montrait qu'il y avait une baisse dans le soutien accordé par la population à Benjamin Netanyahou, mais pas véritablement une baisse dramatique. Il est clair que ce qui sera déterminant, ce sera la semaine prochaine, en tout cas le 1er septembre, le jour de la rentrée des classes. Si, au moment de la rentrée des classes, eh bien, des missiles et des roquettes continuent de tomber à l'intérieur du territoire israélien, Benjamin Netanyahou aura beaucoup de mal à persuader la population de rester fort, unis, solide, comme il l'a demandé. Daniel, cette décision de Shai Piron, le ministre de l'Éducation israélien,
hier, de reprendre comme à l'accoutumée, comme chaque année, la rentrée scolaire cette année à la date voulue. Et puis d'un autre côté, les championnats de football qui sont annulés. Comment est-ce qu'on comprend ces deux annonces tout à fait contradictoires? D'abord, peut-être qu'il est plus facile de cibler, encore que je ne crois pas que le Hamas a la capacité de cibler des stades à l'intérieur du territoire israélien, en particulier pas les stades qui se trouvent dans la région, dans la métropole de Tel Aviv. Le Hamas se gargarise, se targue de vouloir cibler l'aéroport Ben Gurion. En fait, il l'a dit je vous rappelle qu'hier, il avait menacé de tirer à partir de 6h en direction de l'aéroport Ben Gurion. Ça n'a pas été mis à exécution. Et on peut dire effectivement que depuis tous les missiles qui sont tombés sur Tel Aviv étaient ciblés, dirigés vers l'aéroport Ben Gurion. Enfin, le Hamas n'a pas cette capacité, les missiles n'ont pas cette capacité. Donc, quelque part, effectivement, c'est peut-être plus dangereux un rassemblement de plusieurs milliers de personnes dans un stade plutôt que des écoles qui sont pas toujours protégés, mais dans lesquels il y a une capacité de protection et de gestion. Et je suppose que les enfants feront des exercices dès le début de la rentrée, si c'est cela. Et peut-être que le deuxième point, c'est peut-être qu'on ne le sait pas, mais Shai Piron espère que d'ici le 1er septembre, eh bien, il y aura un déséquilibre des forces en faveur de l'État d'Israël et au détriment du Hamas, et qu'on aura rejoint la table des négociations. Pour l'heure, vous parliez des enfants. J'en doute fort. Vous parliez des enfants. Daniel, regardez plutôt cet enfant qui célébrait hier dans le kibbutz de Nir Oz son anniversaire et son papa qui l'a sauvé finalement d'une roquette. Regardez. Avec la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas, le cycle infernal des alertes et des explosions hante de nouveau les habitants des localités frontalières de Gaza. Ce kibbutz de la région agricole du Eshkol a été visé jeudi matin par une lourde salve de 12 obus de mortier, dont 6 ont atterri à l'intérieur de la localité. Dans cette école maternelle, une catastrophe a été évitée de justesse. Les enfants étaient ici, ils fêtaient leur anniversaire. Tout d'un coup, un obus de mortier. On reviendra donc vers ce reportage d'ici quelques instants. En tout cas, c'est le papa d'un des enfants qui fêtait son anniversaire qui a sauvé les enfants et aidé les responsables de ces enfants à les mettre à l'abri. Une question donc sur cette déclaration de Shai Piron de continuer et de faire entrer les enfants à l'école en temps voulu. Avec cette déclaration, finalement, on montrera qu'on est fort et qu'on continue à vivre comme d'habitude. Est-ce que finalement c'est ça la volonté, le message qui veut être transmis par le gouvernement? Ça oui, depuis le début. Ça, Benyamin Netanyahou l'a répété même la dernière fois qu'il a pris la parole. D'abord, il y a une forme de paradoxe concernant la protection des enfants. Les localités du pourtour de la bande de Gaza sont protégées. Les écoles du pourtour de la bande de Gaza sont protégées, celles qui sont le plus proches. Les plus éloignées, eh bien, on peut dire que quelque part, ils ont le temps, un peu plus de temps, s'il s'agit du centre du pays, ils ont un peu plus de temps, environ 1 minute, on le sait, 1 minute et demie, pour essayer de se mettre à l'abri. Et donc, c'est peut-être ce qui permet à Shai Piron de dire que l'on pourra protéger les enfants, même. Mais je pense que c'est insuffisant pour les parents, quoi. Écoutez, c'est une déclaration prématurée et malheureuse. On va tout simplement attendre un peu plus pour savoir comment les choses vont se développer. Ça, c'est d'un. En hébreu, nous avons ce célèbre dicton qui dit « Sois sage, ne sois pas intelligent ». Il est préférable d'être sage qu'être intelligent. Donc, être sage dans ce cas-là, c'est de savoir attendre d'abord, voir ce qui va se passer sur le terrain. Effectivement, le 1er septembre est une date, mais c'est une date qu'on peut outrepasser très facilement. Et si jamais les enfants n'iront pas à l'école pendant 2 semaines, ce n'est pas un grand désastre. Les cours seront repris dans les vacances, tout ça. Il faut tout simplement ne pas claironner très fort. Nous sommes des supermen. Nous ne sommes pas des supermen. Il faut tout simplement, si j'étais moi, si je vivais dans un village frontalier, je vous dis franchement, je n'enverrais pas mes enfants à l'école. Je ne laisserai pas mes enfants pour 15 secondes trouver un abri. Alors on va voir justement la réaction de ces habitants frontaliers à la bande de Gaza. Regardez ce reportage. Avec la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas, le cycle infernal des alertes et des explosions hante de nouveau les habitants des localités frontalières de Gaza. Ce kibbutz de la région agricole du Eshkol a été visé jeudi matin par une lourde salve de 12 obus de mortier, dont 6 ont atterri à l'intérieur de la localité. Dans cette école maternelle, une catastrophe a été évitée de justesse.
Les enfants étaient ici, ils fêtaient leur anniversaire. Tout d'un coup, un obus de mortier s'est abattu dehors, tout proche d'ici. Comme cette salle est protégée, nous avons heureusement évité un désastre. À l'arrivée, seul un blessé grave est à déplorer. C'est une fois de plus la vigilance des habitants attentifs aux consignes de sécurité qui a permis d'éviter un bilan plus lourd. Cet édifice qui a été touché sert en général de centre de soins. Fort heureusement, personne ne se trouvait là au moment de l'impact. Cet endroit n'est pas protégé. Et voilà beaucoup de familles qui étaient revenues au kibboutz pendant le cessez-le-feu, qui songent de nouveau à s'éloigner de la région pour quelque temps. Alors certains s'éloignent de la région et puis certains autres, comme Jacques, s'il avait vécu dans cette région, n'aurait pas mis ses enfants à l'école, Daniel ? Oui, écoutez, je crois qu'il faut être prudent. Effectivement, les ministres, surtout les ministres qui ne sont pas concernés directement par le conflit militaire, devraient en cette période, je le disais, on est dans un second round de la confrontation, on est revenu à une confrontation militaire, il faut laisser parler les militaires. Et d'ailleurs, on aurait bien aimé, et ça c'est une parenthèse, entendre un peu plus le chef d'état-major de l'armée israélienne, que l'on n'entend pas vraiment beaucoup, et qui est de plus en plus critiqué, dans une forme de prudence est un peu critiqué, et mettre de côté, disons, les déclarations d'autres ministres qui sont effectivement ou prématurées ou déplacées. Un dernier mot sur cette initiative de Londres, Paris et Berlin, présentée d'ici peu une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont Israël n'a pas connaissance. On ne sait pas encore ce que renferme cette résolution. Alors, il y a une effervescence diplomatique, pas seulement à l'ONU. Il y a aussi, on voit que Mahmoud Abbas est au Qatar, il a rencontré Khaled Mashal, il doit venir au Caire, il doit arriver au Caire aujourd'hui. On ne sait plus vraiment qui fait pression sur qui. Est-ce que c'est Mahmoud Abbas qui fait pression sur Khaled Mashal pour qu'il assouplisse les positions, ou alors c'est le Qatar qui fait pression sur Abbas ou pour essayer de durcir les positions et de ne pas de sauver le Hamas. Ça, il y a cette option, alors que pour Mahmoud Abbas, il faut absolument revenir à l'option égyptienne, à la médiation égyptienne. Ça, c'est un point clair. Maintenant, si il s'avérait que l'option égyptienne n'était pas réaliste, eh bien, effectivement, on pourrait peut-être espérer que l'ONU se mobilise. Et l'ONU se mobilise avec la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cela est possible, mais je ne pense pas qu'une initiative ira jusqu'au bout si elle n'est pas orchestrée, en tout cas téléguidée au moins, par ceux qui sont les grands absents jusqu'à présent. Eh bien, ce sont les Américains. On n'a pas vraiment vu beaucoup les Américains. Ils n'ont eu qu'un rôle d'observateur pendant les négociations de ces 10 derniers jours. Il faut peut-être que là aussi, que les Américains reprennent la main, reprennent l'initiative, et avec eux, peut-être que cela a une chance d'aboutir. Le mot de la fin, Jacques, qui vous revient, plutôt le Caire ou plutôt l'ONU avec Paris, Berlin et Londres comme résolution du conflit ? À supposer que le Conseil de sécurité vote une résolution pour un cessez-le-feu. Alors Israël va automatiquement accepter le cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que le Hamas va accepter ? La question reste ouverte. Tout à fait. Merci Jacques d'avoir été avec nous ce matin. On marque une courte pause, à suivre un nouveau journal de la rédaction. On se retrouve juste après. Vendredi 22 août, merci de nous rejoindre sur i24 News. Sachez que plus de 100 roquettes sont tombées hier sur le territoire israélien. Calme plutôt relatif qui a demeuré cette nuit avant d'être brisé ce matin par de nouveaux tirs en direction des villages avoisinant la bande de Gaza. Haniyeh répond pour sa part à l'élimination de 2 des commandants du Hamas hier. L'organisation ne pliera pas dans ses revendications et exigences et au contraire se renforcera, a déclaré l'ancien Premier ministre du Hamas. L'ennemi néo-nazi payera pour ses éliminations, selon les termes d'Ismaël Haniyeh. L'Allemagne et la France et la Grande-Bretagne qui travaillent à la présentation d'une résolution Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la guerre entre le Hamas et Israël. Un document qui n'a pas encore été montré aux Israéliens. Les responsables israéliens qui ont justement plaidé pour une reprise des négociations au Caire. On
va parler à présent avec nos nouveaux invités sur ce plateau. Betsabé Salem, merci de nous avoir rejoints. Michel Kishka, vous êtes avec nous comme chaque vendredi pour décrypter la semaine en images. On va s'intéresser d'abord aux médias avec vous, Betsabé, des médias qui se sont penchés sur l'élimination hier des 3 hauts membres du Hamas. Oui, et c'est un sérieux coup pour le Hamas, écrit le Wall Street Journal, qui nous explique ça affecte l'activité des brigades. C'est selon un analyste de politique régionale, non seulement leur direction, mais aussi les membres du Hamas. En outre, ça crée une atmosphère de victoire pour Netanyahou, et c'est bien ce que recherche Israël, créer cette victoire psychologique, et ce, même si le groupe ayant l'expérience des éliminations ciblées, nous dit le Wall Street Journal, eh bien, avait déjà en place un plan pour remplacer les 10 chefs. Alors, s'ils étaient si bien préparés, peut-être qu'ils ne se seraient pas rencontrés à 3, justement, quelques heures après la possible mort de Mohamed Deif. Néanmoins, quant à la tentative, justement, bien ratée selon le Hamas d'élimination de Mohamed Deif, eh bien, le Wall Street Journal précise néanmoins qu'on n'a pas de signe de vie de Mohamed Deif depuis, et s'inspirant des commentateurs israéliens, eh bien, on déduit qu'il a sûrement été sérieusement blessé, si ce n'est tué. Eh bien, quand même, l'article finit sur ces mots d'un partisan du Hamas âgé de 65 ans. Il est réfugié dans un abri des Nations Unies à Gaza, et il dit tant que les Palestiniennes pourront tomber enceintes, eh bien, il y aura toujours d'autres Attar, Abu Shamala et autres Baroum. Voilà, c'est ce que disait Mohamed Deif également. Vous parliez de lui justement, Mohamed Deif, dont le destin finalement intéresse toujours autant la presse étrangère. Alors Le Monde insiste un petit peu plus. Des sources militaires anonymes assurent que l'homme a été tué dans l'attaque, et le quotidien en profite pour revenir sur cet intouchable qui aimait à se faire appeler le chat à 9 vies, ce mythe que son beau-père n'a rencontré qu'une seule fois. Alors on apprend que Deif lui avait demandé la main de sa fille. C'était l'unique occasion à laquelle ils s'étaient rencontrés, que personne ne savait à qui elle était mariée. Sa fille est donc la femme de Mohamed Deif qui a perdu la vie dans le bombardement de la maison de Mohamed Deif, et elle avait pour habitude de venir seule, donc voir sa famille. Le Figaro n'est pas dupe non plus, et d'ailleurs Israël n'écarte pas, dit-il, la possibilité que le Hamas veuille juste cacher la disparition de Mohamed Deif afin de ne pas porter un coup, bien sûr, au moral des Palestiniens. Israël qui a décidé, nous apprend le Figaro, de changer les règles du jeu et renoue avec les liquidations ciblées. On a un petit peu l'impression d'être tout à coup face à ça, un tueur à gages qui remonterait ses manches, et qui ainsi non seulement affaiblirait le Hamas, mais aussi, nous explique le Figaro, satisferait une opinion israélienne en soif de tête, nous explique le Figaro, la même certainement qui observe avec délectation les tirs sur Gaza depuis des canapés. Résultat, les brigades sont très remontées, ce qui n'est pas bon signe à la veille de la rentrée des classes le 1er septembre prochain. Et c'est justement ainsi que les autorités israéliennes espèrent mettre fin aux roquettes sur Gaza, écrit le site de RFI qui reste très sceptique sur cette méthode utilisée. Sans solution politique globale, le cycle de la violence risque de durer encore longtemps, et vous l'avez compris, ce serait bien sûr à cause d'Israël, même si RFI explique qu'Israël ne compte pas toucher aux têtes politiques du Hamas afin d'éviter l'éparpillement des centres de décision, donc des éliminations très ciblées. L'idée toujours, c'est de pouvoir finalement négocier autour d'une table comme il se doit au Caire ou ailleurs finalement. Bien sûr, et peut-être que le Hamas n'en est pas capable, c'est la question que se pose en tout cas Rue 89, partenaire du Nouvel Obs. Vous allez voir Rue 89 qui revient sur ces attentats suicides perpétrés par le Hamas et sur l'aveuglement, citant Charles Anderlin, à l'époque d'Israël, qui voyait comme seule menace l'OLP. Alors Sheikh Yassine avait bien su endormir les Israéliens jusqu'en 95. C'est à ce moment-là que le Hamas est devenu l'ennemi d'Israël. Avant-hier, Netanyahou a tenté de disqualifier le Hamas, on l'a vu en le comparant à l'État islamique, avec ce semblant de justification donné par l'article « Israël peut-il et doit-il parler au Hamas ?» dont la charte préconise toujours la destruction de l'État d'Israël. Eh bien, à peine plus bas, cette affirmation d'un chercheur de Cambridge qui date de 2008, que Rue 89 est allé repêcher, le Hamas est plus palestinien que religieux. Vous avez la réponse. Et voilà, une question aussi qui demeure au sein du cabinet de sécurité israélien. Benjamin Netanyahou a longuement répondu à ses ministres au cours de sa dernière conférence de presse. Regardez. Le Premier ministre israélien est au bord de l'impatience.
Voilà, on reviendra sur ces points d'ici quelques instants. Daniel, je voudrais qu'on fasse le point sur une chose. Benyamin Netanyahou critiqué de part et d'autre à l'intérieur même de son cabinet. Est-ce qu'on peut envisager en ce moment ou d'ici quelques jours qu'il brise cette coalition ? D'abord, il faut qu'il finisse l'opération bordure protectrice et qu'on obtienne un résultat tangible. Est-ce qu'il obtiendra véritablement un résultat en sa faveur, en faveur de l'État d'Israël, une véritable victoire, cette fameuse victoire dont on parle beaucoup? Si oui, peut-être que cela calmera une partie des critiques qui ont été émises au cours des derniers jours. Mais sinon, effectivement, j'ai tendance à croire que Benyamin Netanyahou, au lendemain de cette confrontation, va se retrouver dans une situation politique extrêmement délicate, extrêmement précaire, parce qu'il est attaqué non seulement sur son aile droite, mais il est aussi attaqué par des gens comme Tzipi Livni, qui se sont exprimés clairement contre toute négociation avec le Hamas. Et puis aujourd'hui, on voit que la presse israélienne reprend des citations de Benyamin Netanyahou de 2009, lorsqu'il était dans l'opposition, puisque Benyamin Netanyahou a dit à ses ministres lors de la conférence de presse d'il y a 2 jours que finalement, lui, il s'était toujours tenu aux côtés du gouvernement en temps de guerre et qu'il avait toujours fait front avec la coalition gouvernementale, même lorsqu'il était dans l'opposition. Eh bien, ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'en 2009, Benyamin Netanyahou avait critiqué Ehud Olmert en affirmant qu'il fallait éradiquer totalement le Hamas. On voit donc que Benyamin Netanyahou est en position extrêmement difficile. Et Hollande, si cette confrontation ne se termine pas à l'avantage très net d'Israël, c'est-à-dire si dans les négociations, parce qu'on reviendra finalement dans les prochains jours, dans quelques jours, on reviendra au Caire pour négocier, si lorsqu'on le négocie, eh bien Israël n'est pas clairement à l'avantage, ne peut pas imposer ses revendications, comme par exemple le désarmement de la bande de Gaza et d'autres conditions qui lui permettent de garantir la sécurité à la population du sud du pays, eh bien Benyamin Netanyahou sera politiquement extrêmement affaibli. Et là, je ne sais pas si on pourra parler d'élections anticipées, mais en tout cas d'une effervescence. Il y aura très certainement une ébullition dans la classe politique israélienne. Michel, ce deuxième round de Tzuk Eitan, bordure protectrice à l'opération à Gaza, c'est une façon pour Benyamin Netanyahou, en tout cas une opportunité de relever la tête? Moi, je vois pas, je ne partage pas cette opération en premier et second round. C'est une seule et même opération où il y a eu une accalmie au long de laquelle on a eu des informations comme quoi il y aurait eu on se serait déjà entendu sur des choses qui me paraissaient un tout petit peu surréalistes, comme parler dans un mois de l'ouverture du port, de la réouverture de l'aéroport, de l'élargissement de la zone de pêche, chose que je souhaite. Mais il faut qu'il y ait le désarmement. Pas dans ce contexte. Pas dans ce contexte-là. Mais je pense qu'on a déjà dit sur ce plateau, tout au début de l'opération, peut-être après 2-3 semaines, après l'entrée terrestre dans Gaza, que dès que ça sera fini, évidemment on ne pouvait pas donner de date, ça va être... on peut dire le bordel à l'antenne, le bordel au gouvernement. Ça va se passer d'une façon... Ils vont sortir les couteaux qui sont en train d'aiguiser, et ça va se passer, il va y avoir une grande déconfiture interne, et je la crains aussi. Et Benyamin Netanyahou qui va se retrouver un peu seul, c'est le sens de votre dessein cette semaine sur ce sujet? Vous savez, Netanyahou, non seulement il va se retrouver seul, Netanyahou il fait tout seul. Netanyahou ne sait pas travailler avec des gens. Et il donne, et en fait, il compte. La victoire est très importante pour lui, parce que comme dans l'affaire de l'incendie du Carmel, il veut donner aux Israéliens le sentiment que c'est lui qui a sauvé le pays. Et ça, c'est son problème, mais c'est un problème de personnalité, c'est pas un problème politique. Alors là, voilà, je l'ai dessiné dans Gaza détruite. Alors il y a 4 bulles à lire, il dit quelle belle victoire, 85% dans les sondages. Bon, aujourd'hui, c'est un peu moins, on est autour de 65, je pense. Et il dit tous m'ont félicité pour ma politique de retenue, même la gauche israélienne, tout sauf les Palestiniens, bande d'ingrats. Voilà, comme si les Palestiniens devaient remercier Bibi Netanyahou pour sa retenue, parce qu'en fait, on ne sait pas encore vers où on va. Et je pense que les Israéliens qui ont une voix à faire entendre, et que dans cette voix, ils veulent s'opposer à ce qui est en train de se passer ou critiquer fermement, il faut qu'ils le fassent maintenant, et pas contrairement à ce que voudrait la droite, qu'on se taise tant que les canons crachent et qu'après la parole se libère. Je pense que dans une démocratie, ça n'existe pas. Il faut dire en temps réel ce qui se passe, et moi, c'est mon point de vue. On continue dans votre analyse de cette semaine en dessin avec une semaine sanglante, et particulièrement en Irak avec l'État islamique. On voit sur ce dessin. Oui, vous savez, ça a commencé il y a 2 semaines avec le massacre des Yazidis, dont on a vu les images, on a vu la manière. Et puis bon,
tout le net et tous les réseaux de télévision sont avec des images floutées et pixelisées, parce que ce sont des images insupportables à voir sur la violence barbare de ces guerriers terroristes. Ils ont déjà 4 noms, d'accord ? Ils sont l'État islamique, ils sont le IIL et ils sont le ISIS. On ne sait plus comment les appeler, mais on les reconnaît très bien. Et donc j'ai décidé de faire quelque chose à propos de ça, mais aussi il y a eu la déclaration la semaine dernière de Nasrallah. Et Nasrallah, c'est quand même pas le dernier des mafieux extrémistes, fondamentalistes, qui met en garde contre l'État islamique. Et moi, excusez-moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, et donc j'ai dessiné Nasrallah en train de dire « je vais être calife à la place du calife ». Les amateurs de bande dessinée francophones savent très bien que je fais référence à Is No Good, de Tabari et de Goscinny. Et voilà, et c'est presque risible si ce n'était pas triste. Ah oui, on arrive à des situations où le Hamas, tout à coup, est très attendrissant depuis l'étranger. On fait la comparaison. Même nous, on se retrouve à se demander, est-ce que c'est pas tabou de dire que le IIL, on ne sait plus combien il y a de I et de L. Il s'appelle maintenant très clair, c'est État islamique. Voilà. État islamique. Bientôt, ce sera l'État. Les frontières ont été éliminés. Les frontières, ce n'est plus l'Irak, ce n'est plus la Syrie. D'ailleurs, ça devrait. C'est une nature à inquiéter l'ensemble de l'Occident. C'est le califat. Le califat d'Irak. Oui, non, c'est l'État islamique. C'est comme ça. Non, ils veulent mettre leur drapeau sur les frontières irakiennes. Absolument. On continue et on revient en Israël avec un mariage. Un mariage, habituellement, ça fait plaisir à tout le monde et ça contente toutes les couches et toutes les sensibilités de la population. Et bien celui-là, c'est le mariage entre Mahmoud et Moran. Il n'a pas fait plaisir à tout le monde. D'abord, ça s'est passé ici, à Yafo, à Jaffa. Et la presse mondiale a relayé cette information parce que avant le mariage, une partie, je ne sais même pas si on peut appeler ça l'extrême droite, mais disons des Israéliens anti-arabes et racistes. Et il y en a, d'accord, ont demandé l'autorisation de manifester, qu'il y ait autant de manifestants au moins que d'invités au mariage. Ils avaient annoncé 800 invités et venir manifester en face du mariage, alors que c'est quand même un acte privé, personnel et familial. J'ai été choqué que la Cour suprême autorise d'abord la tenue de cette manifestation. J'ai été franchement choqué. Et les slogans qu'on a entendus étaient vraiment des slogans absolument nauséabonds. Et puis bon, vous savez, j'ai pas souvent l'occasion de dessiner Itamar Ben-Gvir et Baruch Marzel, que je ne porte pas dans mon cœur, donc j'essaye de les dessiner le moins possible. Mais ils étaient quand même à la tête de cette manifestation, donc je les ai fait face au couple en disant « vous souillez notre race », parce que c'est grosso modo ce qu'ils disent, et c'est exactement ce qu'on disait, ce que dit les lois raciales antisémites de Hitler. Et c'est pour ça que Baruch Marzel tient aussi un panneau sur lequel il est marqué « aimez-vous les uns les autres, à part les Arabes », et « aime ton prochain comme toi-même ». Et donc Mahmoud dit « j'ai déjà entendu ce texte quelque part et je fais référence de façon sciemment, je fais référence à des textes racistes et antisémites nauséabonds qu'on a entendus le siècle dernier, et ce sont des choses qui vraiment me font sortir de mes gonds. Et un mariage, on va passer au deuxième dessin, Daniel, et puis on en reparlera, puisque justement ce deuxième dessin, finalement ce qui s'est passé en Israël a fait écho à ce qui s'est passé aux États-Unis à Ferguson, la reprise de ce conflit entre blancs et noirs d'un côté, la reprise d'un conflit sur fond de guerre entre juifs et arabes, ou en tout cas juifs et musulmans de l'autre. Et vous vouliez, et vous l'avez dessiné également, Michael Brown, du Missouri. C'est aussi quelque chose, d'abord c'est un événement, c'est le 12e jour que les émeutes, non seulement à Ferguson, mais dans d'autres villes du Missouri, il y a déjà eu un mort, il y a des tas de blessés dans les manifestations, il y a comme une perte de contrôle de la situation, et on a l'impression, ceux qui ont connu ou qui ont vu les images des émeutes qui avaient commencé raciales, qui avaient commencé aux États-Unis en 1964, et qui se sont prolongées, qu'on revient 60 ans en arrière. Je dis 60, c'est peut-être même plus. J'ai pas fait le calcul. Donc voilà, j'ai un peu dessiné une espèce d'échiquier sur lequel il y a tout ce qui se passe, parce que d'un côté, il y a le Ku Klux Klan qui est en train de soutenir cet officier de police qui aurait tiré les 6 balles dans Michael Brown. D'un autre côté, il y a la Anonymous qui veut promulguer son nom, chose qui avait été interdite jusqu'à présent pour protéger sa vie. Et puis bon, il y a l'autopsie qui a montré qu'il a été tué de 6 balles, dont 2 à la tête. Finalement, ce que vous vouliez dire ce matin, c'est qu'on doit faire l'amour, mais vraiment, et pas la guerre. Non, je dis que quand on regarde un peu les conflits actuels qui nous secouent, c'est ou bien racial, ou bien religieux, ou bien les deux. Merci Michel d'avoir été avec nous ce matin. Nouveau journal dans quelques instants. Nous
מבצע צוק איתן לא הסתיים, אפילו לא לרגע. כי מדובר כאן במערכה מתמשכת. اغتيال قادة القسام في رفح هو جريمة كبيرة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو أضعاف المقاومة والاحتلال سيدفع الثمن بإذن الله تعالى. לא נתפשר ולא נעצור עד שנגיע ליעד הזה. Morning, on va parler de ces plus de 100 roquettes qui se sont abattues hier sur le territoire israélien. Un calme plutôt relatif a demeuré cette nuit avant d'être brisé ce matin par de nouveaux tirs en direction des villages avoisinant la bande de Gaza. Et notez cette déclaration qui fait mouche de la part de Khaled Meshal. Il appelle à la reprise des négociations, une information diffusée par des sources palestiniennes, Palestine Ayoum. Et puis, dans ce contexte, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne travaillent à la présentation d'une résolution Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la guerre entre le Hamas et Israël. Un document qui n'a pas encore été montré aux Israéliens, des responsables israéliens qui ont justement plaidé pour une reprise des négociations au Caire. Et on en parle sur ce plateau avec Raphaël Yerushalmi, ancien officier des renseignements. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous. Betsabé, vous êtes resté en notre compagnie. Raphaël, un mot sur cette déclaration que vous venez de voir de Khaled Meshal. Il appelle à retourner à la table des négociations au Caire. On doit le comprendre comment? D'abord, c'est pas très spectaculaire puisque ça fait déjà 20 fois qu'on joue au yo-yo, cessez-le-feu, pas cessez-le-feu, négociation. Là, c'est un petit peu étonnant parce qu'aux dernières nouvelles, il avait des instructions du Qatar de bloquer le processus. Je pense qu'il peut avoir un but, tout simplement, de ramener les Israéliens au Caire et de montrer à quel point nous ne faisons pas de compromis. Dire voilà, tout est de la faute des Israéliens. Je le vois mal arriver avec des propositions dramatiques qui changeraient le cours des négociations, surtout s'il doit jouer le jeu de l'attente des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU qui pourraient fort probablement être en sa faveur. Alors on parlera dans notre dernière demi-heure de cette impulsion, de cette main du Qatar à l'intérieur même de ces négociations. Mais je voudrais qu'on s'attarde à présent sur cette comparaison que Benjamin Netanyahou a faite à plusieurs reprises lors de sa conférence de presse mercredi soir. Le Hamas et l'État islamique dont il a fait l'analogie. Il en a parlé de façon plus ou moins explicite, mais ça a filé tout au cours de sa conférence de presse. Bessabé, vous nous précisez les choses ce matin. Alors il faut procéder par étapes. Ce que Benjamin Netanyahou a tenté de dire surtout, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer bien sûr le Hamas, la menace que représente le Hamas, donc mouvement de résistance islamique. Petit retour en arrière. Le Hamas a été fondé, je vous le rappelle, par les frères musulmans. En 87, il a été créé lors de la première intifada. Dans les années 90, déjà, de multiples attentats, des attentats suicides. Et puis, en 2006, tout à coup, il remporte les élections législatives face au Fatah et il prend le pouvoir par la force à Gaza l'année d'après. Donc finalement, le Hamas, et c'est ce qu'il faut, c'est un petit peu les cartes à la fois sur le plan régional et le plan international, c'est que c'est à la fois un mouvement islamiste politique, mais qui utilise les moyens d'une mouvance de résistance djihadiste. Et avec des méthodes terroristes, on l'a dit, donc il y a bien sûr ces tunnels, récemment, nouvelle méthode terroriste, des attentats qui ont été pour le moment déjoués, des tentatives d'enlèvement de soldats israéliens, qu'ils soient morts ou vivants, ce qui est assez aussi, ce qui veut dire pas mal de choses, et bien sûr ces trois adolescents qui ont finalement fait que la région s'est enflammée, ces trois adolescents donc, dont l'enlèvement et le meurtre a été revendiqué par le Hamas, l'utilisation bien sûr des enfants et plusieurs façons d'opprimer soit les femmes, soit les enfants, soit la population civile en général qui, on le sait, est utilisée comme bouclier. Alors l'objectif
affiché dès le départ, c'est bien sûr d'anéantir Israël et le sionisme tout en islamisant la Palestine. Et ça, c'est très important. Il est soutenu d'ailleurs par l'Iran, très grande force, et dans une moindre mesure la Turquie et encore le Qatar. Et c'est un soutien qui est important non seulement sur le plan diplomatique, j'ai envie de dire, mais surtout financièrement, militairement. On pense notamment à ces M75, à ces Fajr et aux millions de dollars, de pétrodollars qataris. On rappelle encore qu'aujourd'hui, eh bien, pour le Hamas, il n'est pas très intéressant de créer un État palestinien indépendant, puisque ce serait une façon de reconnaître Israël, et s'ils veulent instaurer un État islamique, c'est sur l'ensemble de la Palestine. En termes d'ambition donc, l'État islamique, en tout cas au niveau géographique, est plus ambitieux que le Hamas. Oui, alors l'État islamique, lui, est un groupe djihadiste. Pour l'État islamique, ce qui est important, c'est la conquête, j'ai envie de dire, du monde et non pas la résistance. Et le djihad est alors un moteur d'action et une finalité. Sa création, alors elle est plus récente, 2006, c'est quand Al-Qaïda, en Irak, forme avec 5 autres groupes djihadistes, donc le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Et puis tout à coup, on devient le Conseil, donc devient l'EII, il deviendra l'EIL en 2013 en englobant non seulement l'Irak, mais aussi la Syrie. Et puis suite logique et désespérément effrayante, finalement, il y a 2 mois carrément, ce califat, donc assis à la fois sur l'Irak et sur la Syrie, avec à sa tête un calife, donc Baghdadi, et même une capitale plus ou moins, donc en Syrie, Raqqa. Mais il vise aussi, conforté donc par toutes ces victoires, notamment récemment en Irak, eh bien, la Jordanie. Pourquoi la Jordanie? Puisque notamment eh bien, les Hacheminides sont jugés par les djihadistes comme des infidèles. Alors bien sûr, le rêve de conquête de l'État islamique va beaucoup plus loin. On a entendu des djihadistes parler de drapeaux, même de leur drapeau noir planté sur la Maison Blanche, et le chef des musulmans appelle les musulmans, on le rappelle, le chef de l'EI appelle les musulmans du monde entier à se joindre à lui. On rappelle que derrière lui, il y a bien sûr l'Arabie Saoudite, donc aussi des soutiens, et c'est une force redoutable. D'abord, c'est plus de 25 000 hommes, dont des milliers de djihadistes du monde entier qui sont venus se joindre à eux. Il y a du matériel militaire, énormément. Ils ont de quoi fomenter 1000 attentats du style du World Trade Center, ce qui est une énorme menace donc, pour l'Occident. Des soutiens, on l'a dit, et bien sûr des méthodes qui choquent le monde, des méthodes comme la décapitation, des enterrements de familles vivantes, les crucifixions pour ceux qui ne sont pas contents et opposés à leur... Alors ça, c'est pour les divergences de pratiques avec le Hamas. Il y a des points communs également, notamment l'application de la charia, la loi islamique. Alors ça, c'est sans doute finalement le dénominateur commun, donc imposer la charia, imposer la loi islamique à tous les habitants, même si, donc on l'a dit, l'État islamique est un mouvement mondial, plus que nationaliste, qu'est le Hamas, et donc en termes de menaces, le Hamas concerne bien sûr Israël, alors que l'État islamique concerne plus l'Occident, et les méthodes, on a vu, sont différentes. L'État islamique est particulièrement cruel. Alors je finirai sur le ministère des Affaires, le ministère de la Défense américain, Chuck Hagel, qui a dit plus qu'un groupe terroriste, justement, l'État islamique allie idéologie et sophistication de son savoir-faire militaire, tactique et stratégique. Il est extrêmement bien financé, et c'est justement en ce moment parce que les Occidentaux sont si inquiets, témoins de la violence de l'État islamique et effrayés de son avancée, que Benjamin Netanyahou, bien sûr, a insisté sur ce parallèle, une façon de dénoncer et de clamer qu'Israël a aussi son État islamique à lui. Une façon de montrer qu'Israël n'est pas le seul à lutter contre ce genre d'organisme. Merci Bessabé. Je voudrais également qu'on précise les choses. Nous sommes en ligne avec Fabrice Balanche. Bonjour, vous êtes spécialiste de la Syrie, directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient à la Maison de l'Orient également. Est-ce que ces menaces, l'Europe, les États-Unis, la communauté internationale dans son ensemble, les ont prises en compte ? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec la montée en puissance de l'État islamique, l'Occident réagit. Il était temps qu'on a laissé se développer l'État islamique, c'est-à-dire une espèce de cancer à cheval sur la Syrie et l'Irak, menace évidemment ces 2 États. À l'origine, on sait très bien qu'il a été financé par le Qatar et l'Arabie Saoudite pour briser l'axe pro-iranien qui, pour ces pétromonarchies du Golfe, constitue la menace première. Mais
cet instrument s'est retourné aujourd'hui contre eux et menace l'ensemble de la péninsule arabique. Fabrice Balanche, vous l'entendiez il y a quelques instants, Bethsabée Salem tentait de dresser les points de comparaison, les points de divergence également entre le Hamas et l'État islamique. Un des points, effectivement, et également, c'est cet embrigadement d'étrangers à l'intérieur de ce mouvement. Ça, le Hamas ne le fait pas. Le Hamas ne le fait pas parce qu'il est plus difficile pour des étrangers, évidemment, de se rendre à Gaza ou en Cisjordanie. Le Hamas, c'est un mouvement qu'on peut qualifier d'islamo-nationaliste, donc son combat est circonscrit à Israël, alors que l'État islamique, lui, c'est un mouvement djihadiste qui a une vision internationale, donc il peut attirer à la fois des Européens convertis, des Maghrébins, des Tchétchènes, qui viennent croiser le fer contre des régimes impies qu'ils considèrent soutiennent l'Occident, contre l'Occident. Mais vous savez, à terme, la menace est aussi très forte pour Israël, puisque le moteur de l'idéologie djihadiste, c'est tout de même la libération de la Palestine. Ça la renvoie évidemment à Saladin, qui a uni les Arabes et ensuite qui a libéré Jérusalem au XIIe siècle. Enfin, il y a toute cette mythologie qui est remise en scène par l'État islamique, et ça reste vraiment un moteur puissant. Je suis persuadé que vous avez beaucoup de jeunes Européens, par exemple, qui s'engagent dans les rangs de l'État islamique aujourd'hui, suite à l'offensive israélienne sur Gaza, parce que c'est un moyen pour eux de lutter contre Israël. Donc il ne faut pas négliger non plus cet aspect. Merci beaucoup Fabrice Balanche pour ces explications et cette analyse. Raphaël Yeroujalmi, je me tourne à nouveau vers vous. Bethsabée nous parlait de cette scission finalement entre Ben Laden et l'État islamique. Ben Laden qui considérait qu'ils étaient un peu trop extrémistes quand même. Pour lui, c'est plus dangereux encore qu'Al-Qaïda. Oui, Ben Laden, Al-Qaïda se sont fâchés. Mais c'est chose courante, c'est monnaie courante entre les mouvements terroristes. C'est effectivement à cause de leur méthode, mais je ne pense pas que ce soit pour des raisons morales, ce sont pour des raisons tactiques. Al-Qaïda n'est pas plus gentil que ISIS. La différence, c'est qu'ils ne voient pas l'utilité ou l'efficacité de ces méthodes. La preuve en est que... La différence, c'est peut-être aussi qu'Al-Qaïda veut une gouvernance politique, alors que l'État islamique est plus concentré sur la religion et le califat. Oui, exactement. Mais en plus, l'inefficacité des méthodes, c'est le lever d'opinion internationale contre ISIS, beaucoup plus forte que contre Al-Qaïda. Le fait qu'ils aient un objectif global par rapport à Al-Qaïda qui est plus limité, plus politique effectivement, qui a une stratégie plus claire, ou le Hamas qui a une ambition nationale, ce sont des différences d'objectifs. Mais dans l'ensemble, tous, ils vont se disputer longtemps. ISIS et le Hamas ne s'aiment pas du tout, ne sont pas tout à fait d'accord. Et certains dirigeants d'ISIS ont même prétendu qu'il fallait d'abord rayer le Hamas avant d'entrer dans Israël. C'est parce qu'ils sont chiites, voilà. Parce qu'ils ont la haine des chiites. Mais je peux vous assurer que le moment venu, tous ces gens vont se rencontrer et s'unir contre Israël, et que lorsqu'il s'agit des Juifs et d'Israël, il n'y aura plus de discussion. Et est-ce que la communauté internationale ne s'est pas réveillée trop tard face à cette menace ? Bien sûr. Elle s'est réveillée beaucoup trop tard. Et là, maintenant, non plus à sa porte, mais au sein même de ces pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis principalement, des terroristes en phase de pouvoir agir. Ce qui s'est passé à Toulouse, en France, c'est la réaction trop tard de la France. Il y a une hypocrisie aussi qui fait que certains intérêts économiques gêne la pensée profonde des dirigeants. Par exemple, M. Fabius s'est présenté à l'aéroport pour recevoir une 50aine de chrétiens de Mossoul. Dans le même temps, la France et M. Fabius autorisent des contrats énormes avec le Qatar. Alors, on vote des sanctions contre M. Poutine et la Russie pour l'Ukraine. On essaie de punir certains États totalitaristes, mais avec le Qatar, tout va bien. Et à ce même titre, on peut reparler également de cette alliance de circonstances, cette collaboration éventuelle entre les États-Unis et l'Iran contre l'État islamique. Oui, parce que les Irans sont juste à côté. Si nous étions plus près, on nous aurait donné le travail comme on nous l'a donné pour le Hamas. Heureusement, ça serait bien que les Iraniens fassent le boulot.
c'est évidemment un piège, puisque demander un service, nous sommes au Proche-Orient, demander un service au Proche-Orient, c'est recevoir tout de suite une requête pour 3 services après. Mais bon, admettons qu'il y ait urgence. Je pense que c'est une grave erreur de la part des Américains. Israël ne le voit pas du tout d'un bon oeil. Hein, non, mais c'est l'étiquette du gouvernement Obama, c'est-à-dire la décision où les paroles sont prises, mais en fait, sur le terrain, on ne fait rien. Et donc, Obama n'a aucun problème, les Américains n'ont aucun problème pour intervenir militairement, seul ou avec une coalition européenne en Irak. Le fait qu'ils demandent un coup de main aux Iraniens, c'est très, très, très triste. Merci Raphaël Yerouchalmi. Vous restez avec nous en deuxième partie d'émission. On va parler du Qatar et de ce qui est allé y faire. Mahmoud Abbas a rencontré Khaled Meshal cette semaine. On en parle dans quelques instants, juste après un tout nouveau journal. Sur le plateau du Morning, merci à vous de nous être toujours plus fidèles. On fait le point sur la situation de la nuit et de la journée d'hier avec plus de 100 roquettes qui ont été tirées hier sur le territoire israélien. Un calme plutôt relatif a demeuré cette nuit avant d'être brisé à nouveau ce matin par de nouveaux tirs en direction des villages avoisinant la bande de Gaza notamment. Et puis cette dernière déclaration de source palestinienne, Khaled Meshal a appelé à la reprise des négociations entre Israël et le Hamas, des négociations indirectes qui sont menées au Caire sous la direction d'Al-Sisi. Et dans ce contexte, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne travaillent à la présentation d'une résolution Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la guerre entre le Hamas et Israël, un document qui n'a pas encore été montré aux Israéliens. Des responsables israéliens qui ont justement plaidé eux aussi pour une reprise des négociations au Caire. Des titres avec moi sur ce plateau. Raphaël Yerouchalmi, vous êtes resté avec nous, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Laura Duhamel, vous nous avez rejoint. On va dans quelques minutes s'attarder à la réaction sur Internet quant à ces éliminations ciblées menées par Israël. Je voudrais d'abord qu'on écoute Benjamin Netanyahou concernant le financement du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza et en particulier l'influence du Qatar. Regardez. Qui soutient le Hamas? Le Qatar, la Turquie, l'Iran. Qui d'autre? Qatar, Turquie, Iran. C'est fini, il n'y a que ça. Alors tout d'abord, le monde arabe est contre le Hamas. J'attends du président Abbas qu'il voit plus loin pour reprendre les négociations de paix avec le gouvernement palestinien qui est engagé à la paix pour mettre fin au terrorisme. Raphaël Yerouchalmi, le Hamas finalement isolé, ou en tout cas pas si apprécié que ça dans le monde arabe, c'est ce qu'a voulu dire Benjamin Netanyahou. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on ne précise pas assez souvent lorsqu'on parle des financements, surtout du Qatar ou même de l'Arabie Saoudite, on oublie la partie privée. Il y a énormément de chèques privés faits par des donateurs qui ne sont pas nécessairement au niveau national. Lorsqu'on parle par exemple du soutien du Qatar à ISIS, la majorité de l'argent vient de donateurs privés. Dans le cas de Hamas, c'est une décision au niveau politique du gouvernement du Qatar de soutenir le Hamas. Alors justement, Mahmoud Abbas s'est rendu cette semaine. Il est allé voir au Qatar Khaled Meshal. Il a besoin d'argent aussi. Il a rencontré également l'émir du Qatar. Qu'est-ce qui s'est dit entre ces hommes dans ce triumvirat un peu improbable? Mais en fait, Mahmoud Abbas, comme Khaled Meshal, est venu chercher les ordres du chef et savoir ce qu'il doit faire, parce qu'il n'en est pas tellement sûr non plus, pas plus que le Hamas. C'est donc le Qatar qui est en train de dicter à tout le monde. C'est un petit peu dommage que le Qatar puisse s'immiscer du côté de la Cisjordanie, une cause assez de dégâts à Gaza. Il est très difficile de comprendre la stratégie du Qatar. C'est elle qui est en train de pousser en fait le Hamas à une sorte de action suicidaire, de radicalisation, de destruction, avec des revendications
dont ils savent d'avance que les Israéliens ne les accepteront pas. Je pense que le Qatar s'amuse. Pour le Qatar, le Hamas, c'est comme le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, on pousse les joueurs dans le match. C'est comme quand l'émir va à Monte-Carlo au casino et joue gros. Pour eux, ça n'a aucune importance, en fait, ce qui va arriver aux Palestiniens. Et c'est là que ça devient un petit peu pathétique, parce que l'argent voilà parle. La volonté finalement du Qatar de trouver une superbe au Moyen-Orient et de mettre de côté l'influence de l'Égypte. Oui, mais c'est aussi surtout vraiment jouer avec son argent, mais ne pas apporter une véritable solution au problème palestinien. Je ne pense pas qu'ils en aient le désir. Je pense même qu'à long terme, le Qatar serait très embêté s'il y avait un État palestinien. Et la Turquie dans tout ça? La Turquie, elle est aussi démocratique que le Qatar, et donc ce sont les dirigeants antisémites qui prennent des décisions, qui sont des décisions, pour la Turquie c'est devenu clair, qui n'ont aucune cohérence stratégique ou géopolitique, qui sont des décisions de la haine, de l'antagonisme pour l'antagonisme, qui ne mènent à aucune solution raisonnable. Et on peut le dire tout à fait franchement, c'est de l'antisémitisme, c'est de la haine contre Israël, qui ne dicte aucune politique cohérente. Est-ce que cette mainmise du Qatar, comme on l'a vu dans les négociations, avec cette demande, cette exhortation du Qatar à Khaled Mashal, vous mettez fin aux négociations qui se passent en ce moment même au Caire, ou sinon on vous menace d'expulsion tout bonnement du territoire qatari? Est-ce que ça risque à nouveau, dans les jours à venir, de gêner ces négociations au Caire? Non, je ne pense pas, parce que tout ce qu'on entend dire, toutes ces déclarations, toutes ces soi-disant fuites, tout ça est calculé. Il y a un agenda très précis, et le reste, c'est vraiment du marchandage de bas étage, j'oserais dire. C'est de la poudre aux yeux, et donc il faut prendre toutes ces déclarations pour ce qu'elles valent, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce qui nous laisse douter effectivement aussi de la valeur d'un accord signé par l'intermédiaire du Qatar. Nous sommes déjà en train de négocier avec tout de même une organisation terroriste, mais nous sommes prêts à le faire si nous avons des garanties. Je doute fort que le Qatar soit le candidat idéal pour apporter des garanties internationales en cas d'un cessez-le-feu. Tout ça, c'est un jeu à nos dépens. Et nous ne devons pas tomber dedans, nous devons avoir notre propre agenda, ignorer ce qu'il se passe. Nous avons aussi notre patron, notre mécène, les Américains, mais je pense que nous ne sommes pas aussi esclaves de leurs décisions, et que de leur part, il y a tout de même une plus grande compréhension de notre situation. Est-ce que tout va aussi bien que Netanyahou a voulu le dire dans cette même conférence de presse mercredi soir? Les relations entre les États-Unis et Israël vont bien. Je m'entretiens au téléphone tous les jours avec John Kerry. Voilà. Les relations entre les États-Unis et Israël vont bien. Les disputes sont des disputes de famille, mais pas des disputes vraiment graves. On ne va jamais au bout, je veux dire, on n'arrive pas à des points très dramatiques ou spectaculaires de sanctions. Je pense qu'il y a un véritable problème à deux niveaux. C'est d'abord le niveau personnel. Il y a un petit problème de relations interpersonnelles entre M. Obama et M. Netanyahu. Ils ne s'entendent pas très bien, ils ne sont pas très copains. Et le problème principal, qui est que l'Amérique reste et demeure, et le sera à mon avis pour longtemps, le grand allié d'Israël, le meilleur ami d'Israël, et que cette amitié reprendra son essor d'avant dès que M. Obama aurait fini sa cadence. Alors finalement, il y a beaucoup de parties en présence dans ce conflit. On a les États-Unis d'un côté, il y a la Turquie, le Qatar qui veulent jouer un rôle, l'Égypte en tant que médiateur, et puis l'Europe. Il y a Berlin, Paris, Londres, qui en ce moment même planchent sur une résolution qu'ils vont présenter au Conseil de sécurité. Ça peut être une échappatoire aussi? Paris et Londres ont toujours fait ça, c'est-à-dire ils ont toujours peur de rester dans l'ombre par rapport aux Américains. Donc de la même manière que les Saoudiens ou les Qataris veulent montrer leur puissance au sein du Proche-Orient, une sorte de leadership, les Européens se la jouent un petit peu pareil, mais en fait ce sont les Américains qui vont décider avec les Israéliens. L'Europe peut dire ce qu'elle veut, mais en fait elle n'a pas tellement grand-chose à dire. Je pense que très bientôt, leur attitude va être dictée par la menace qui pèse sur eux directement. Je pense qu'ils vont être obligés de
rejoindre les Américains dans une coalition et d'agir en Irak, qu'il y aura un attentat grave quelque part en Europe bientôt. Merci Raphaël Yergelmi. Vous restez avec nous, vous allez réagir à un sujet qui, je suis sûre, vous tient à cœur également. On va parler sport, le sport qui lui aussi est dicté par la guerre. Nous sommes en ligne avec Nir Benisti, vous êtes ancien sportif professionnel. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce matin, la Fédération israélienne de football qui a annoncé le report de la première journée de championnat national de foot. C'est les instructions de la défense passive. Vous les comprenez, ces instructions ? Écoutez, c'est la 4e fois depuis 2 mois. On a repoussé 3 matchs à la Coupe de la Ligue. Et là, c'est la première fois qu'on repousse le premier match du championnat. Il faut savoir que dans le passé, on a eu aussi un report, mais c'était dans le sud, aux côtés de Be'er-Sheva, Ashkelon, Ashdod. Mais là, c'est la première fois qu'on annule le début du championnat sur tout le territoire d'Israël. Donc, vous qui êtes un ancien joueur professionnel, est-ce que ça atteint le moral des joueurs? Quelles conséquences ça a sur les équipes? Bien sûr que ça atteint sur le moral, ça atteint sur les joueurs étrangers aussi qui arrivent en Israël. Ils ont peur, naturellement. Donc même les joueurs, ils ont déjà envie de commencer la Ligue, ils ont déjà envie de commencer le championnat, ils ont déjà envie d'être en face de leur public. Et ils ne peuvent pas. Donc c'est vrai que ça atteint sur le moral. D'un côté, ça peut être une motivation pour les joueurs, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça gêne la préparation et le début du championnat. Et j'en parle pas encore du championnat européen, quel dégâts ça peut amener. Oui, c'est ça, avec ce match qui se profile entre Israël et la Belgique le 9 septembre. Raphaël Yerushalmi, vous comprenez ces instructions de la défense passive. Ça fait un peu mouche quand on sait que la rentrée scolaire prévue le 1er septembre reprendra. Elles sont un petit peu exagérées, je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vais vous dire, heureusement que nous ne sommes pas le Brésil. Parce que ça serait une révolution au Brésil si on annulait les matchs. Je pense qu'on peut annuler les matchs avec public. Je ne vois pas pourquoi un match ne peut pas avoir lieu sans public. Même un match de foot, je pense que les footballeurs Nir Benisti, ça peut exister un match sans public? Ils ont déjà proposé hier, il y a une discussion hier à ce sujet, ils ont proposé 2 choses. Une, c'est de faire un match sans public, et de 2, autoriser les matchs au-delà des 80 km. Ça veut dire à Haïfa, ça veut dire à Akko, à Accra, ça veut dire à Kiryat Shmona. Ils ont déjà parlé de ça. Et c'est vrai que c'est des conséquences. Voilà, alors la connexion a été rompue, en tout cas on a bien compris la position à ce sujet de Nir Benisti. Merci en tout cas si vous continuez à nous entendre, d'avoir répondu à nos questions. Allez, on va passer à la revue du web avec vous Laura. On va essayer de comprendre un petit peu cette position israélienne de reprendre les éliminations ciblées cette semaine. Oui, alors je vais juste repréciser le contexte en bref. On est aujourd'hui au 46e jour de l'opération Bordure Protectrice. Le Hamas a violé la trêve dès mardi après-midi et depuis, ce sont près de 270 roquettes qui ont été tirées vers Israël. On a l'impression de connaître déjà par cœur ce scénario et pourtant il est quelque peu différent cette fois-ci, car cette semaine Israël a procédé à plusieurs éliminations ciblées de leaders de la branche armée du Hamas. Alors certains y voient une réponse aux récentes critiques qui ont été portées au service de l'intelligence, à qui on a reproché le manque d'imagination. Pourtant ce n'est absolument pas un fait nouveau en Israël. L'un des cas les plus célèbres d'ailleurs a été la longue traque des membres et commanditaires du commando palestinien qui avait tué 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de 1972. Ça a donné lieu d'ailleurs au film Munich de Steven Spielberg. Pratique donc qui n'a absolument rien de nouveau et qui vient de reprendre lors de l'opération Bordure Protectrice. Alors cette fois-ci on revient sur les têtes du Hamas qui ont été visées par Israël. Voilà, alors tout a commencé mardi soir en coordination avec les services de renseignement israéliens. L'armée israélienne tente d'éliminer Mohamed Def, dont le sort reste encore incertain à ce jour. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est encore vivant ou non. Le Hamas affirme que Def est vivant, mais aucune preuve n'a été présentée. Et ce qui rend d'autant plus finalement difficile la preuve de sa mort, c'est que Def, après 4 tentatives d'assassinat par Israël, n'apparaît jamais en public. Il ne se montre même pas sur des vidéos. Il n'a fait que diffuser un court enregistrement audio. Le mystère sur sa mort reste donc
entier et risquent d'ailleurs de persister. Et puis, ces éliminations ciblées se sont poursuivies hier, donc avec la mort de 3 des chefs des brigades Ezzedine Al-Qassam. 2 d'entre eux, Raed Al-Attar et Mohamed Abou Chamaleh, figuraient parmi les hommes les plus recherchés par le renseignement israélien. Raed Al-Attar notamment, qui était derrière l'enlèvement du soldat Gilad Shalit. Alors comment Internet réagit à ces éliminations ciblées? Alors on va s'intéresser tout d'abord à la figure de Mohamed Def. En Israël, ce nom fait frémir. Il est sur la liste des personnes les plus recherchées depuis plus de 20 ans. Et pour cause, Def a rejoint le Hamas à la fin de la première intifada. En 1994, il est derrière le kidnapping de 3 soldats israéliens et aussi derrière de nombreux attentats. En 1995, il est celui qui a planifié des attaques qui ont fait plus de 50 morts civils israéliens. Et la liste est longue. Def est aussi, entre autres, accusé d'avoir orchestré la campagne d'attentats suicides qui a visé des bus et des lieux publics à Tel Aviv et à Jérusalem pendant la seconde intifada. Attentats qui ont fait plusieurs dizaines de victimes civiles. Dernièrement, d'ailleurs, Def était apparu dans une vidéo montrant l'infiltration de terroristes du Hamas dans le sud d'Israël, au cours de laquelle 5 soldats ont été tués. Alors évidemment, et bien sur le web israélien, les internautes espèrent et d'ailleurs se réjouissent déjà de la mort supposée de Mohamed Def. Alors regardez ce tweet d'Arsen Ostrovsky, qui est un journaliste qui reprend le député Gideon Sa'ar, tweet qui décrit bien l'effroi qu'inspire en Israël Mohamed Deif. Alors je vous le traduis, Def comme Ben Laden est un fou meurtrier. Si l'opportunité de le liquider se présente, il faut la saisir. Et voilà, on reprend très rapidement les réactions côté palestinien, Laura. Alors évidemment, les réactions ne sont pas les mêmes, pas du tout les mêmes qu'en Israël. D'ailleurs, regardez ces tweets de Belal Dabour, qui est un médecin palestinien et qui vit à Gaza. Il est extrêmement suivi sur Twitter. Il déclare donc que l'assassinat des 3 commandants ne brisera pas l'esprit des Palestiniens, mais devra être payé par Israël, ou celui d'un autre Gazaoui qui montre des photos des funérailles de ces 3 leaders du Hamas. Et juste, je vais terminer par la réponse à ce tweet qui souligne le vrai problème dans ces éliminations ciblées. Ils ont assassiné un homme, mais 1,8 million de Gazaouis continuent le combat. Merci Laura, c'est la fin de cette édition. Prochain journal dans quelques minutes, à tout de suite.